Les retrouvailles avec la plus sauvage d'entre toutes, Percy contre Govan, l'évolution fulgurante du Quatuor du Destin, désormais au niveau Deadly Sins, la révélation choquante du lien entre Kay et Arthur, une nouvelle menace terrifiante, Berthollet, l'épée transcendante des 4 périls, Govan face à ses sentiments, la capture du peloton de Tristan, et pour couronner le tout, le festival des gladiateurs. Les amis, tout cela sera développé dans cette vidéo. Yo les bros, ici Big Manga, j'espère que vous allez bien, car perso, je pète la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une review explosive du chapitre 58 des 4 chevaliers de l'Apocalypse, intitulé Incapable d'être sincère. Un chapitre que j'ai dévoré avec un plaisir immense. C'était incroyable et assez complet à mon goût. On a Govan qui commence à ressentir des sentiments qu'elle affirmait ne pas avoir il y a 2 ans de cela. Un bond de puissance impressionnant du Quatuor du Destin. Peut-être même ont-ils atteint le niveau des péchés capitaux. Une nouvelle menace qui plane avec le nouvel arc. Et enfin, la perspective des retrouvailles et batailles épiques du Quatuor, le festival des gladiateurs. Les amis, je vais tout vous détailler dans cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, vous connaissez la chanson. Laissez un énorme pouce bleu sous la vidéo. Objectif minimum 100 likes sous cette vidéo. Je compte sur vous. N'oubliez pas de partager et de vous abonner tout en activant la cloche de notification. Si vous avez des questions ou des remarques sur ce chapitre ou cette vidéo, partagez-les moi dans les commentaires. Je réponds à tout le monde. Il y a aussi mes différents réseaux en description. N'hésitez pas à les check. Je compte sur vous. Mais sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. On commence directement avec Govan qui demande à son père de quoi il avait besoin, trouvant étrange le fait qu'il ait arrêté son travail si tôt. Elle apprend ensuite que ses amis sont venus lui rendre visite, ce qui la laisse perplexe puisqu'elle n'en a pas, du moins dans le royaume éternel. Mais soudain, dans une case assez comique, elle voit Percy et compagnie lui faire signe, ce qui la stupéfie car Percy était censé être mort. Kay leur laisse ensuite la place, leur disant de prendre tout leur temps, mais ils restent quand même dubitatifs, trouvant cela trop simple à leur goût. Et Govan révèle alors qu'ils n'ont pas besoin de s'inquiéter car pour des raisons inconnues, Kay et Arthur ont coupé tout contact. Donc Kay ne parle plus à Arthur depuis longtemps, peut-être après son changement chaotique bien évidemment, c'est un chaman. Lorsque Percy se demande si c'était une sorte de dispute familiale vu qu'il n'en a pas, Naisienne énonce simplement qu'ils sont apparemment beaux-frères. Oui les amis, rien que ça. Avec ces mots de Naisienne, on peut supposer qu'Arthur a bel et bien au moins une sœur dans l'œuvre, car on ne peut pas devenir beau-frère d'une personne sans avoir épousé la sœur de l'autre. Donc la sœur d'Arthur, Pendragon, existe bel et bien dans l'œuvre. Quand sera-t-elle introduite? Je n'en sais pas plus que vous. Mais gardons en tête qu'Arthur a au moins une sœur dans l'œuvre. Peut-être aura-t-il plus de sœurs, mais bon, on peut déjà prendre en compte le fait qu'il ait déjà une sœur au moins. Et Kay est en gros son beau-frère, comme beaucoup l'avaient supposé avant bien évidemment. J'ai tenu à vous le dire car dans le chapitre précédent, il s'était présenté comme étant le frère d'Arthur. Mais en revenant brièvement sur le lien entre Govan et Arthur, je pense toujours que Tristan s'est trompé en disant qu'ils étaient liés par le sang. Je pense que la sœur d'Arthur n'est pas la mère biologique de Govan. Sinon, je ne comprendrais pas trop pourquoi Govan se demande qui l'a mise au monde avant le saut temporel. Donc, soit elle est juste la fille de Kay, soit Kay lui-même n'est pas son père biologique. Si vous avez des théories là-dessus, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Ça m'intéresse de malade. On peut aussi noter que le comportement de Dame de Govan n'apparaît que devant son père, Kay. Car lorsqu'il partira, après que Donnie l'ait taquiné sur son comportement devant son père, elle montrera la sauvage qu'elle est. Même si elle rougit, elle inflige un violent coup à ce dernier, le faisant valdinguer de toutes parts. Donnie tombe ensuite sur une pile de livres rangés par elle qu'elle ne veut pas qu'il voie. Mais Naisienne en prend quelques manuscrits et les lit. À l'intérieur, on voit des notes d'elle, cherchant un moyen de ramener Perceval parmi eux. Oui les amis, Govan qui disait ne rien ressentir envers quiconque a cherché un moyen de ramener Perceval pendant 2 ans entiers. Même si cela n'a pas vraiment abouti, elle l'a quand même fait. Soit dit en passant, elle a trouvé une façon de mettre un esprit dans un corps inorganique. Cela sera-t-il important pour la suite? C'est un jaman. Car peut-être pourrait-elle invoquer des esprits de vie ou des esprits d'autres éléments comme le feu bien évidemment dans le futur, leurs implantant peut-être dans des objets inorganiques et pourquoi pas les faisant combattre. Donc peut-être futur pour Europe pour elle, c'est un jaman. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Voulant crier sur Percy pour son brusque départ, elle ne peut abandonner. En fait, personnellement, je pense que ces mots dans ces manuscrits prouvent qu'elle considérait vraiment Percy comme un ami cher. Cet acte dans le royaume démoniaque où Percy et compagnie n'ont pas hésité à la sauver face aux chevaliers de Camelot, là je pense marqué, car sans rien connaître d'elle, ils n'ont pas hésité une seconde en mettant leur vie en jeu. Elle les considère probablement maintenant comme des compagnons et ne veut pas les voir périr. En gros, même si elle a énoncé ne rien ressentir, les péripéties passées avec eux ont créé des sentiments qu'elle ne pouvait ressentir avant. Mais là je parle sur le plan amical, car sur le plan amoureux, on a peut-être Donnie, non je rigole, car n'oublions pas qu'elle n'est attirée que par les femmes, du moins c'est ce qu'elle nous a dit putain. Elle sera donc gênée qu'ils aient vu tout
tout ça, bien évidemment. Puis Percy, dans une case assez chill, dira qu'ils allaient encore tenter de sauver la Grande-Bretagne pour de nouvelles aventures épiques. Rien que ça. Ouais, c'est quasi un mec qui a abandonné ses compagnons comme si de rien n'était qui vient de dire cela. Pour la confiance, on repassera, car il peut disparaître à tout moment. Perso, j'allais refuser, putain. Govan n'a donc pas confiance en lui. Et dans une case incroyable, en pleurs, elle dira à Percy que c'était un ordre, qu'il devait rester avec eux et qu'il ne devait plus partir. Même si elle n'a pas vraiment détaillé tout ça, elle a sous-entendu. Petite parenthèse, mais j'ai vu des gens dire que vu que cette dernière est aussi une magicienne, elle a peut-être utilisé l'ordre absolu de Chandler en disant à Percy que c'était un ordre pour empêcher Percy de partir dans le monde des esprits, même lorsqu'il le voudra. En fait, je ne sais pas trop quoi penser de tout ça, mais c'est quand même une supposition. Si je devais donner mon humble avis là-dessus, je dirais tout simplement que c'est une demande qu'elle lui a faite, c'est tout. Voilà. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, ça m'intéresse bien évidemment. Ensuite, ils descendent sur le bateau. Comme on l'a vu dans le chapitre précédent, ils étaient tout en haut. Je sais pas trop s'il y a une sorte d'ascenseur là-dedans ou s'ils ont juste sauté. Car n'oublions pas que dans le château d'Arthur, il y a une sorte d'ascenseur qui leur permet de monter en haut. C'est un jamais. Pour ceux qui se demandent si cette chose est un bateau ou un château, sachez tout simplement que dans le royaume éternel, c'est les deux en même temps. C'est à la fois un château et un bateau en même temps. Et en plus, cette chose peut naviguer dans les mers, dans le ciel et même sous terre. Faut-il toucher à des commandes pour le faire avancer comme pour l'Albion? Ça, je n'en sais pas plus que vous. Percy se tiendra donc sur le bord, regardant l'horizon devant lui. Puis d'un coup, en regardant derrière lui, il verra une boule de feu géante lancée par Govan sur lui pour voir s'il s'était émoussé durant ces 2 années ou pas. Boule de feu qu'il évitera avec une facilité déconcertante. Govan continue ensuite avec une attaque de grêle en spirale que Percy réussira à contrer avec son épée magique. Elle se téléporte ensuite derrière lui et lui assène un coup énorme avec sa forme musculaire. Percy réussit à contrer en parant le coup avec ses mains qui brûlent bien évidemment. Ce qui nous montre peut-être que maintenant, au simple toucher des attaques de cette forme, ses adversaires peuvent être brûlés comme avec Escanor. Mais cela peut aussi être dû à l'aura qui l'entoure lorsqu'il lance cette attaque. Mais rien de trop grave car Percy se régénère immédiatement comme si de rien n'était. Govan lui dit alors qu'il l'a toujours agacée. On remarque qu'elle est devenue bien plus musclée qu'il y a 2 ans de cela. Son corps devenant disproportionné, un peu comme Escanor. Même si certains trouvent cette forme horrible, perso, ce n'est pas vraiment la forme en soi que je trouve dérangeante, mais bel et bien ses vêtements. La disproportion du corps était à prévoir avec le pouvoir qu'elle possède, mais je pense que ses vêtements ne vont pas vraiment avec cette forme, qui est plus, je le rappelle, masculine qu'autre chose. C'est comme un homme hyper musclé portant une jupe et tout, pour moi bien évidemment. C'est juste mon avis perso, je n'aime pas le style vestimentaire de Govan avec cette forme. Mais lorsqu'elle est minuscule avec cette forme et ses vêtements, là c'est bien putain. Mais Nakaba devra trouver de nouveaux vêtements pour cette forme. Sinon dans l'ensemble, j'ai kiffé. Donc pour moi, le problème avec cette forme réside dans son style vestimentaire. Pour la disproportion du corps, je pense que ça montre que Govan possède vraiment une variante de la grâce du soleil Sunshine. Hormis cette disproportion, après cette attaque, soleil passionné, je ne vois pas l'intérêt que Nakaba aurait de nous révéler par la suite que ce pouvoir n'est pas du tout une variante de la grâce du soleil, car c'est probablement un pouvoir créé à partir de cette grâce. Mais je rappelle que ce n'est pas complètement cette grâce, d'après moi bien évidemment. Ou peut-être que je vous raconte des conneries, c'est en jamais plus tard. Ensuite, Govan descend et s'avance vers Percy, tout en lui disant qu'il ne s'était pas tourné les pouces pendant ces 2 années qu'il a passé à roupiller dans le royaume des fées. Et comme si de rien n'était, elle reprend sa forme normale, ce qui nous montre une assez grande maîtrise de ces 2 formes comparée à 2 ans en arrière. Ouais, elle est devenue bien plus forte dans sa maîtrise. Percy lui répond qu'elle ne s'est pas du tout donné à fond durant ce combat. À la fin de leur discussion, elle énonce simplement qu'elle n'avait utilisé que 10% de sa force réelle. Déjà, je vous dis clairement, je pense qu'on doit prendre leurs mots au pied de la lettre. Ils sont tous deux devenus bien plus forts. Pour Govan, cette nouvelle puissance vient de son entraînement acharné, comme mentionné précédemment. Et pour Percy, c'est différent. Il a surtout appris à mieux utiliser ses capacités d'esprit de vie et s'habitue de nouveau à son corps humain ou à son enveloppe charnelle. Car en tant qu'esprit, il avait accès à de nombreuses utilisations de son pouvoir d'esprit de vie. Donc pour Percy, c'est une question de maîtrise accrue de son pouvoir inné ou d'esprit putain. Tandis que Govan a dû en baver pour atteindre cette puissance. Mais je ne dis en aucun cas que Percy n'a pas dû en baver pour atteindre cette maîtrise quasi parfaite de son pouvoir putain. Cela nous en dit, je pense, long sur le potentiel de ces deux-là. Ils sont devenus monstrueux, je vous le dis clairement. Je le redis ici, car je l'avais dit dans une autre vidéo review. Personnellement, je pense que les chevaliers de l'Apocalypse, ou du moins Percy et Govan, ont atteint un niveau presque équivalent à celui des Seven Deadly Sins. Ils ont atteint au moins le niveau des archanges ou celui de Nanashi. Ils se sont grandement rapprochés du plus fort d'entre tous, Lancelot. Même si je n'ai pas vraiment d'arguments concrets pour appuyer ces propos de ma part, hormis leur démonstration de puissance et leur déclaration, c'est quand même ce que je pense bien évidemment. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Ce n'est que mon avis perso sur ce que je vois putain. Leurs compagnons
les traiteront de monstres. Avec une Govan disant à Anne qu'elle est devenue bien plus féminine en 2 ans. Percy, toujours aussi franc, énonce que c'est probablement parce que ses seins ont grossi. Il part ensuite de leur prochain cap. Denis dit qu'ils doivent d'abord chercher le peloton Tristan et Lancelot. Et Govan, sachant déjà où aller, leur dit qu'ils doivent aller au chaudron d'Anfuin pour libérer le peloton Tristan. Cela étant Anne et Denis qui avaient supposé, je leur rappelle, que Tristan et compagnie étaient là-bas. Même si j'avais refusé ce fait, j'avais juste dit que Tristan c'était père de le royaume éternel, j'avais tort. Mais j'avais au moins raison en disant qu'ils ne savaient pas vraiment là où Tristan se trouvait. Il avait juste supposé. Moi j'ai refusé leur supposition. Mais bon, il semble que Tristan soit vraiment dans ce chaudron, d'après leur dire. Et là, surprise, le chaudron est vraiment un chaudron. Oui, dans ce royaume, il faut prendre les noms des, je peux dire, bâtiments ou établis, je sais pas quoi, au pied de la lettre, bien évidemment. C'est un royaume éternel où les choses les plus absurdes ont un sens. Ils se demandent ensuite comment y aller, car même avec cette info, ils ne savent toujours pas où cela se trouve. Gauvin décide de s'en occuper. Denis, voulant encore recevoir un autre coup de sa part, se demande à haute voix s'il peut vraiment lui faire confiance. Ce qui ne tarde pas à arriver, arrivera. Elle lui donnera une pichenette. Elle énonce ensuite qu'elle pense que Tristan et son peloton sont bel et bien retenus là-bas. Mais le problème n'est pas seulement leur libération, mais la personne qui dirige cet endroit, Bertholep, le chevalier vert des 4 périls. Nous le voyons donc dans une case incroyable, avec des croix derrière lui, bien évidemment. Je l'ai juste kiffé, putain, j'ai kiffé la page. Leur mission pour libérer le peloton Tristan est donc de le neutraliser, lui, le chevalier vert. Sans ça, rien ne sera fait. En fait, j'ai une trouvaille à partager sur la magie de Bertholep, ou du moins sur les effets de sa magie que j'aimerais vous partager. Comme on le sait, Bertholep peut trancher sans avoir besoin de dégainer son épée. Un peu comme qui? Eh bah, comme Mordred, l'épée transcendante dans The Eminence in Shadow, saison 2. Et donc, tenez-vous prêts. Alors, et si, tout simplement, Bertholep était l'épée transcendante des 4 périls? Oui, les amis, cette similitude de leur capacité magique me pousse à penser cela. Je pense donc maintenant que Bertholep pourrait être appelé l'épée transcendante des 4 périls. Sa capacité magique, possiblement issue du chaos, lui permettrait de lancer des coups invisibles, tout comme Mordred. Bertholep serait donc capable de lancer des coups invisibles contre ses adversaires, que seuls des guerriers aguerris pourraient contrer, comme Ban, putain. Alors je ne crois pas que l'attaque qui a semi-tué Anne et Denis pourrait tuer Ban. Mais bon, même s'il est probablement la menace de ce nouvel arc, ne nous attendons pas à ce qu'il surpasse le quatuor du destin de très très loin, car ils sont devenus bien plus aguerris qu'il y a 2 ans de cela. Même l'épée transcendante, Bertholep, le chevalier vert, devra vraiment se donner pour les vaincre. Vu qu'il est aussi boosté par le chaos, ce ne sera pas facile pour les chevaliers apocalyptiques de le battre. Ce sera juste incroyable. Le Kinakaba ne cache pas tout, bien évidemment. Attendons-nous donc à des affrontements dantesques, avec possiblement le plus puissant des 4 périls, celui en qui je fonde de grands espoirs. Et en fait, de par sa pose dans cette case, je pense que c'est une femme. Je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est ce que je pense. Laissez me donner vos avis dans les commentaires. Nos héros sont stupéfaits en écoutant cela, surtout Denis et Anne, car Bertholep les avait quand même tués une fois. Son intervention de Gauzor, bien évidemment. Denis tremblant dira à Govan que Bertholep est un véritable monstre de puissance. Mais malgré cela, ils ont leur meilleure chance de le vaincre, lui, le plus puissant des 4 périls. Percy va en savoir plus et on apprend que dans le chaudron d'Anfuin, une prison pour ceux qui doutent de ce royaume idyllique qu'est Camelot, Bertholep organise un événement pour choisir les meilleurs candidats qui veulent en sortir. Cet événement est appelé le Festival des gladiateurs d'Anfuin. Nous avons une page incroyable montrant un aperçu de cet événement avec des combats de partout. Seuls les meilleurs pourront en sortir après avoir vu à quel point cet endroit était horrible. C'est sur cela que se terminera ce chapitre assez incroyable. Mais bon, je pense perso que le fait que ce tournoi soit organisé signifie que les prisonniers s'entraînent probablement pour devenir plus forts et ainsi avoir une chance d'en sortir. Tristan ne doit donc pas avoir chômé depuis sa capture, s'entraînant probablement avec ses compagnons Isolde et Chiotte, ou peut-être sont-ils séparés et s'entraînent chacun de leur côté. J'espère avoir combattre Tristan, Chiotte évidemment, ce serait juste incroyable. Mais je me demande aussi comment Tristan et compagnie ont été capturés, car le fait qu'ils aient été capturés sous-entend, je pense, qu'ils ont été battus par un chevalier. Peut-être donc que c'est Bertholep qui a pu battre Tristan et compagnie, leurs enfermant par la suite dans le chaudron d'Anfuin. C'est un jamais, je vous le dis clairement. Car Bertholep, il a un niveau de dingue. Et pour ceux que ça intéresse, selon moi, même si Bertholep voit Govan et Percy parmi les candidats du festival d'Anfuin, je ne pense pas qu'il les évincera juste comme ça. Sinon, pourquoi organiser cet événement? Pourquoi ne pas simplement tuer tous les prisonniers du chaudron? Surtout si Tristan est parmi eux. Il est juste un addict au duel, putain. Bertholep ne va donc pas arrêter le tournoi pour s'occuper de Percy et Govan. Il les laissera s'entretuer dans ce tournoi, puis les combattra peut-être à la fin dans une bataille juste épique, possiblement accompagné d'autres chevaliers chaotiques surpuissants. Peut-être verrons-nous un autre des 4 périls venir épauler Bertholep dans cette bataille. Pourquoi pas Ironside ou Pelgard qui ont fraîchement reçu leur nouveau boost chaotique. Quant à ceux qui sortent de cet endroit,
Nakaba, je pense qu'ils subissent un lavage de cerveau pour rejoindre les idéaux de Camelot, car je ne comprendrais pas trop pourquoi libérer des gens qui pourraient se retourner contre Arthur à l'avenir. Donc, d'après moi, après leur sortie, Arthur les transforme en ses chevaliers les plus fidèles, en leur lavant possiblement le cerveau. Pour la libération du peloton Tristan, nous aurons probablement avant des combats assez cool entre eux dans ce festival. Je le redis, j'espère avoir un combat Tristan-Chiot. J'espère que ce sera Govan qui libérera Tristan de cet endroit, car comme on le sait, les deux sont des échecs. Ce serait donc sympa de voir cela et j'espère que Nakaba développera mieux cette relation qu'ils ont. Je n'ai pas de théorie farfelue à partager cette fois-ci, juste une analyse détaillée des événements de ce chapitre. Enfin, je crois, j'espère que ça vous a plu. Ce chapitre est assez complet et ne laisse, je pense, pas trop place à de grandes questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à me les partager dans les commentaires. Je vous répondrai si j'ai les réponses, bien évidemment. En ce qui concerne les combats de ce nouvel arc, surtout face à Bertholep, nous aurons peut-être la confirmation s'il a vraiment un niveau équivalent à celui de Steven Deadly Sins. J'espère que cette vidéo vous a plu, car j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. J'ai vraiment apprécié ce chapitre, surtout avec la démonstration de force de Govan et Percy. Un petit combat détente comme ça, c'est toujours agréable, putain, j'ai kiffé. N'hésitez pas à me donner vos avis sur ce combat. J'espère que Nakaba ne bâclera pas cet arc de tournoi comme ceux de Nanatsu no Taizan qu'il coupait toujours à un moment donné. J'espère qu'il ira jusqu'au bout cette fois et que Bertholep ne nous décevra pas, car il est quand même l'épée transcendante des 4 périls et peut-être même le plus puissant des 4. J'ai beaucoup d'espoir en sa puissance qui est encore à prouver. Le prochain chapitre s'intitule Dans ses bras. Je n'ai pas vraiment d'idée précise pour ce titre. Peut-être que Nakaba nous mènera directement au chaudron pour commencer ce tournoi ou qu'il nous montrera le président Tristan préparant leur plan d'évasion. Ou peut-être même aurons-nous un Tristan totalement changé avec Iseult voulant retourner dans ses bras, ce qui serait directement relié à ce titre. Quant à Lancelot, s'il est aussi dans le royaume éternel, il est probable qu'il soit allé au chaudron pour libérer Tristan. Peut-être a-t-il torturé un chevalier chaotique pour connaître l'emplacement du chaudron. Avec cet arc, nous pourrions voir les deux autres chevaliers apocalyptiques enfin réintroduits dans le ce qui serait, je pense, incroyable. Mais peut-être aussi que Lancelot se morfond toujours à Benwick pour la mort de Percy. Et nous aurons donc l'inverse de l'introduction du Quatuor comparé à la première partie du manga. Car si là-bas, Lancelot était le premier trouvé, là, il sera très certainement le dernier du Quatuor présenté dans l'œuvre. En ce qui concerne la prophétie de Guenièvre, je pense que nous allons fortement vers un futur différent, surtout avec la résurrection de Perceval. Car dans cette prophétie, Percy est probablement resté mort. Si c'est vraiment le cas, les esprits de vie pourraient donc échapper à toute logique et même le destin n'influencerait pas leur choix. Percy pourrait donc être celui qui pourra changer ce destin macabre sans avoir de prix à payer. Sait-on jamais. La semaine prochaine, il n'y aura pas de chapitre et il n'y a pas de pause prévue pour la semaine suivante. Mais il avait été annoncé que Nakaba entrait en pause indéterminée à cause de problèmes de santé. Je ne sais pas trop s'il y aura un chapitre la semaine d'après, mais je vous tiendrai au courant. Je vous promets aussi des vidéos sur le manga, même si avec moi, rien n'est sûr, je vous le promets. Mais globalement, le chapitre 58 des 4 chevaliers de l'Apocalypse était clairement un chapitre de mise au point. Nous avons assisté à une démonstration de force impressionnante de 2 des chevaliers apocalyptiques, Govan et Perceval. Govan, incroyable et déterminé, a passé 2 longues années à rechercher sans relâche un moyen de ramener le chevalier de la mort, Perceval. Leur prochain cap est désormais décidé. Ils iront libérer la famine des chevaliers apocalyptiques, Tristan Lyonès, à bord du bateau château volant. Mais leur route sera semée d'embûches, car face à eux se dressera l'épée transcendante des 4 périls, le puissant chevalier vert, Bertholep. Peut-être d'autres périls se joindront-ils à la fête. Que nous réserve le festival des gladiateurs d'Anfuin. Un tournoi incroyable, des duels dantesques, les retrouvailles avec le peloton Tristan, sur l'avenir nous le dira. Je souhaite de tout cœur du repos à Nakaba Suzuki et espère que ses problèmes de santé s'arrangeront rapidement. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Pour ceux l'ayant vraiment fait, écrivez en commentaire l'épée transcendante pour que je le sache, car ça fait plaisir. Donc sur ce, bonne continuation à toutes et à tous. On se retrouve prochainement pour de futures vidéos sur le manga, je sais pas quoi dire. Donc au revoir, passez une bonne journée.